Et cette fois-ci, normalement, vous devriez finir par nous voir. Bonsoir à tous, vous écoutez bien Reconair. Il est 20h, vous êtes donc, comme je le dis sur Reconair, le talk show hebdomadaire de REC, média diffuseur de l'université Gustave Eiffel. Ravi de vous retrouver, ici Bruce, pour animer l'heure qui va vous suivre, mais comme vous vous en doutez, je ne suis pas seul. Autour de moi, il y a également Epainette. Bonsoir Epainette. Bonsoir Brice, bonsoir chers auditeurs. Chaque semaine, tu fais une chronique sur un sujet qui te passionne ou pour disserter un peu. Qu'est-ce que tu as choisi de traiter cette semaine ? Alors, merci Bruce. Cette semaine, nous allons parler d'une œuvre. Il s'agit d'un recueil de nouvelles écrit par Myrti Akoufa. Ce recueil de nouvelles est intitulé Kidal. Donc, nous allons parler un peu de la première nouvelle de ce recueil de nouvelles. Voilà. Très bien. On retrouve également Nathan, notre cher président, qui est avec nous en visio. Bonsoir Nathan. Ah, je sais pas s'il nous entend. Non, Nathan nous entend pas, il nous voit, mais... Non, on n'a pas de retour pour Nathan. Non, eh ben c'est pas grave, on reviendra vers lui. Tout à l'heure, il nous racontera, comme d'habitude, en fin d'émission, sa story. D'accord. Et apparemment, il aurait du live que sur Discord, que sur le live. Bon, on réglera ça on aura une petite pause, on réglera ça, on en profitera. Il nous parlera donc de sa story, comme toutes les semaines. Et pour ceux évidemment qui trépignent d'impatience de savoir ce qui a pu se passer à UGEL, il y aura ma chronique au milieu de l'émission. Et vous l'avez vu sans doute, aujourd'hui on a un invité qui nous a rejoint, c'est Flavien de l'association Tribun. Bonsoir Flavien. C'est ça, bonjour tout le monde, merci Bruce pour l'invitation. Tribun, c'est une association qui cherche à favoriser le débat politique entre les étudiants et on va avoir l'occasion d'en discuter dans quelques instants. Et on aura ensemble également l'occasion, en deuxième partie de l'émission, de faire un débat sur la question la démocratie, oui, mais comment on peut la faire ? Voilà. Bref, vous êtes bien sur Reconair et il est 20h03. Alors, comme je le disais, Flavien, tu viens de l'association Tribun. C'est une association qui a été créée l'année dernière dans le but de créer un nouvel espace de discussion pour permettre la confrontation des idées et des opinions. C'est bien ça ? C'est bien ça, alors pour faire plus général, nous on est une association politique et apolitique de vulgarisation politique. On fait notamment des émissions toutes les semaines. Cette année, on va faire ça justement toutes les semaines, notamment ce mercredi à 19h. Si vous êtes intéressé, on traitera du sujet du wokisme au sein de l'université. Alors évidemment, les sujets qu'on va traiter chaque émission, ça va vraiment toucher la vie étudiante. On va pas s'intéresser à ce qui se passe au Brésil, parfois si un peu quand même, mais principalement, ça va être des sujets qui nous touchent, qui nous concernent, la vie étudiante, notamment les premières émissions qu'on a faites, ça a été la précarité étudiante, qui est un sujet très important pour nous les étudiants et ainsi pour nous tribuns. Évidemment, on a plein de projets, on ne compte pas s'arrêter à des émissions. On fait aussi par exemple des vidéos assez courtes, des shorts, bientôt des TikTok, voilà, pour sensibiliser évidemment les étudiants de l'université, mais aussi au-delà les étudiants tout court. Voilà. Oui, l'objectif c'est de créer pas du débat seulement au sein de l'émission que vous animez tous les mercredis soirs, mais c'est aussi, si vous voulez intéresser d'autres étudiants, c'est également de tenter de trouver d'autres espaces, comme tu l'as cité, il y a les réseaux sociaux, tu as cité TikTok, hein, votre compte Instagram évidemment qu'on pourra redonner en fin d'émission. Dans votre présentation, vous disiez qu'il y avait des lieux d'expression habituels qui étaient plutôt délaissés, que c'est ça qui vous avait invité à vouloir créer l'association Tribun. Vous pensiez à quel lieu d'expression ? Alors déjà, je ne suis pas un des créateurs de l'association, Oui, donc je parlerai déjà en leur nom, entre donc, Loïc et Gabriel.
Je pense que la principale motivation qu'ils ont eue, c'est au vu de la participation déjà politique des étudiants déjà au sein de l'université. Aux Nous élections, par exemple. Aux élections, je crois que ça représente que 3%. Effectivement, c'est à peu près ça. Donc déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Gabriel et Loïc se sont dit que bah voilà, peut-être que ce désintéressement étudiant, ce désintérêt, pardon, j'ai inventé un mot. Il y avait quelque chose à faire. Il fallait créer quelque chose. Ils ont eu l'idée donc de créer Tribun, voilà, histoire de sensibiliser davantage les jeunes, les étudiants autour de débats qui nous concernent, malgré le fait qu'on pourrait penser que non, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. En vérité, ça concerne tous les étudiants. Je le disais, la précarité étudiante, le wokisme, la politique, les jeunes en politique et tout autre sujet. Donc voilà, la principale mission, je pense, de Tribun, sensibiliser, faire parler un peu de la politique, faire comprendre que non, la politique, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, nous les étudiants, et donner de l'importance à la place du jeune dans la politique. Bah, et il y a combien d'adhérents actuellement Je dans crois l'association? que nous sommes une vingtaine, Ce qui est pas mal. et ce qui n'est pas assez, hein, on est toujours en recherche Ah, ça, d'adhérents, hein, mais bon, comme tout le monde. Oui. Donc oui, une vingtaine. Et est-ce qu'il n'y aurait pas l'occasion, vous pensez à un moment, de faire une espèce de grosse émission avec d'autres gens, ou émission ou gros événements où vous essayez de réunir un maximum de gens, par exemple au foyer, pas seulement avec des adhérents, mais aussi avec d'autres personnes pour faire une espèce je sais pas, de joute verbale ou de débat dans un format un peu plus ouvert que les émissions que vous faites. Je vois. Évidemment, je pense que vu qu'on est une association assez jeune, on est en manque de moyens. Donc pour l'instant, les seules idées qu'on va avoir, c'est vraiment de la spéculation. On ne sait pas trop si on peut pour l'instant encore faire ce genre d'événement. Évidemment, si demain on a la possibilité de le faire, on le ferait. Mais je sais déjà que dans les discussions, dans les choses qui ne sont pas encore validées, évidemment, on prévoit de faire des événements. Oui, avec plus de jeunes, mais surtout parfois avec des personnalités publiques et notoires de la vie politique. On compte bien le faire ça un jour. Et oui, c'est prévu. En tout cas, on compte le faire. Maintenant, on va voir si c'est réalisable, si c'est dans nos moyens. Mais on compte bien y faire, oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que tu as des questions peut-être, Epainet? Non, bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation et il faut dire que l'objectif, il est noble parce que tout ce qui concerne la vie étudiante me concerne également et c'est toujours bien d'avoir ces genres d'associations pour aider les étudiants puisque la vie étudiante, c'est la vie, c'est la préparation à la vie active, c'est la préparation à la vie professionnelle. Donc, je trouve votre objectif noble et je vous félicite déjà pour l'initiative qui est bien pensée. Merci. Voilà, je n'ai pas de question particulière, sinon que de les encourager et de demander peut-être les conditions à remplir, à réunir pour intégrer l'association. Alors oui, Eh justement. pour réagir, à vrai dire, aucune. Nous, on accueille évidemment tous ceux qui voudraient bien donner un peu de leur temps. Vu qu'on a plusieurs pôles, on a un pôle rédaction, donc si vous sentez que vous avez des talents rédactionnels, on vous invitera à rejoindre ce pôle. On a aussi un pôle technique qui s'occupe de ce que fait actuellement Elric derrière l'écran, Ouais. s'occuper de toute cette de la régie pour organiser ces émissions. Faire les montages aussi. Je parlais des vidéos short, Oui, qu'il faut Instagram, publier, à venir TikTok. Ça fait partie aussi de ce que de ce que vont faire les adhérents au pôle technique. On a aussi un pôle communication, hein, c'est fondamental. Si des gens se sentent plus concernés dans ces domaines. Donc il n'y a pas de talent, il n'y a pas de règles, de compétences à avoir particulières. Nous on accueille, et vu la situation évidemment, on ne peut qu'inviter tout le monde à nous rejoindre. Donc oui, tout le monde. D'accord. Et alors moi j'aurais une question sur l'orientation politique. Il n'y a pas d'orientation politique pour l'association, mais comme vous faites de la politique, forcément il y a différentes sensibilités qui sont représentées, on est d'accord? Alors nous, on se dit, et on peut pas être plus clair, on est apolitique. C'est pas parce qu'on fait de la politique que forcément on a un avis politique sur les choses. On met en relation les avis politiques de certains étudiants, mais on n'est pas là pour en donner. C'est pour ça qu'on se dit apolitique. C'est vrai que, notamment l'année dernière, on a reçu,
certaines accusations qui nous tentaient d'essayer de nous dire qu'on était d'extrême droite ou de ceci. Donc en réponse à cela, c'est évidemment que non, nous ne sommes pas d'extrême droite. Nous répondrons qu'on invite des gens de gauche autant qu'on invite des gens de droite, ce qui crée une certaine parité et justement appuie ce sentiment de se dire qu'on est apolitique. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette présentation, Flavien. Je propose qu'on passe à la chronique des painettes. Oui, je suis d'accord. Alors, donc je vais te laisser faire ta chronique sur la présentation de Kidal, mais avant ça, tu souhaitais revenir sur ta chronique de la dernière fois peut-être. Non, bon, en fait, ma chronique de la dernière fois sur le mal de la paresse a été quelque peu mal interprétée par certaines personnes. Je voudrais quand même dire en toute franchise que je n'avais particulièrement personne en tête lorsque j'ai écrit cette chronique-là. Donc voilà, c'est passé, pas pour y revenir vraiment. Oui, d'accord, Ouais. bon, voilà. Alors, On a eu mes culpa. ouais. Eh bien, vas-y, je te laisse présenter. Alors, bien, merci. Chers auditeurs, comme à notre habitude, nous allons aujourd'hui encore partir d'une œuvre fictionnelle pour nous éduquer sur l'une des réalités de notre société. Je vais donc vous présenter aujourd'hui Kidal de Myrtille Akoufa Aro. C'est une écrivaine béninoise. Si le temps nous le permet, je vais revenir sur sa présentation. Alors, Kidal, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 6 nouvelles. Vous l'auriez compris, Kidal, c'est la nouvelle éponyme. Et dans ce livre, vous avez en plus de Kidal, d'autres nouvelles comme Chloroquine, Mon mari fait sa star, La taupe intelligence, Assemble conjugale et La quête sainte. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la nouvelle éponyme qui est Kidal. Toutefois, je vais quand même énoncer les thèmes que traitent les autres nouvelles, donc le livre de manière générale. Alors, de façon générale, ce recueil de nouvelles traite des thèmes et sujets brûlants de l'actualité, des thèmes qui nous concernent tous, comme la prostitution, comme l'existence des églises, des croyances, comme l'ANAC en ligne, des thèmes comme l'amour, etc. Alors, euh, nous allons beaucoup plus parler de Kidal aujourd'hui. Kidal dont je vais vous faire un résumé apéritif, comme on le dit en littérature. Kidal est cette nouvelle-là qui nous raconte l'histoire amoureuse virtuelle entre Modou et Faï. Faï habite le Bénin, Modou étant au Mali. Modou est un soldat, c'est un militaire sur le front de la guerre parce que l'environnement, le climat décrit dans cette nouvelle est un climat où il y a la guerre au Mali, une guerre contre les djihadistes. Donc, Modou est militaire et fait la guerre contre les djihadistes. Alors, c'est dans ce climat de guerre qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux Faï, qui est une béninoise. Les deux, très vite, se sont embourrachés parce que le courant est passé très vite, la mayonnaise a pris et les deux ont décidé d'entamer une relation amoureuse. Et donc, tout se passait très bien. À ce niveau, l'autrice nous fait des descriptions de scènes, de conversations tellement passionnantes parce que l'émotion était à son comble. Le courant passait très bien et l'autrice est partie jusqu'à nous dire que lorsque Faï écrivait avec son soupirant Modou, elle était même parfois sur le point de caresser le téléphone parce que la passion était à son degré le plus luxuriant. Donc tout se passait très bien entre les deux tourtereaux jusqu'au jour J où Modou ne donna plus de nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Décontenancé, déboussolé par cette situation parce que Faï était vraiment amoureuse. Décontenancée donc par cette situation, elle a décidé de quitter son pays, le Bénin, d'aller au Mali pour savoir ce qui est arrivé à son tourtereau, à son amoureux, pour qu'il en vienne à ne plus donner de nouvelles. Et
qui va loin ménage sa monture. Elle a très bien ménagé sa monture et a pris la route pour le Mali. Après moult péripéties, elle s'est retrouvée au Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi Modou ne donnait-il plus de nouvelles? A-t-il trépassé parce qu'il était en guerre sur le front de la guerre? Avait-il une autre femme, des enfants? Était-il en train de tromper Failli en ce moment? Je vais laisser la découverte de tout cela aux soins de votre propre lecture. Donc, je vais m'en arrêter là et vous proposer de lire la nouvelle pour découvrir la suite de cette passionnante histoire. Alors, je voudrais revenir sur mon analyse personnelle de, de cette nouvelle. Je crois que l'autrice, à travers cette nouvelle, a voulu interroger un peu les rapports que nous entretenons aujourd'hui avec les sites de rencontres en ligne, la floraison des sites de rencontres en ligne que nous voyons aujourd'hui, à travers lesquels l'on nous propose, l'on nous promet monts et merveilles, où on nous dit qu'on peut trouver l'âme sœur idéale à travers ces sites de rencontres, le partenaire ou la partenaire idéale à travers ces sites de rencontres. Donc je pense que l'auteur a voulu interroger un peu ces rencontres-là que nous faisons par le biais de Internet, ces amours, ces liens que nous lions, que nous tissons sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela est vraiment profitable? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que les réseaux sociaux sont un moyen, sont le moyen le plus adéquat pour trouver l'âme sœur idéale? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que le fait ne regorge pas de quelque chose de mortifère? Voyez-vous. Donc je crois que ce sont ces questions-là qui ont agité l'esprit de l'autrice à nous proposer cette nouvelle. L'autre chose aussi qui est vraiment présente dans l'ouvrage, c'est que l'autrice interroge un peu le rapport que nous avons aujourd'hui avec le téléphone portable. Parce que le téléphone portable aujourd'hui est devenu le confident le plus fidèle de l'homme. Je vais même jusqu'à dire souvent que le téléphone portable, c'est aujourd'hui le miroir de la nudité humaine. Parce que le téléphone portable connaît aujourd'hui tous nos secrets. Voyez-vous. Donc, je crois que ce sont ces choses-là. Et encore plus grave, c'est que le téléphone portable aujourd'hui va jusqu'à nous faire croire que nous pouvons vivre heureux dans notre solitude, que nous pouvons nous passer de nos amis parce qu'il prend le temps des amis. Le téléphone portable nous fait croire que nous pouvons nous passer de nos parents parce que prenant le temps des parents. Et encore plus grave, le téléphone portable nous fait penser que nous pouvons même nous passer de Dieu. Là, peut-être j'exagère un peu, mais je vais expliquer mon propos. Je crois que, comme moi, beaucoup ont reçu l'éducation selon laquelle, lorsque l'on se réveille le matin, la première des choses à faire, c'est d'abord de fléchir ses jambes, ses genoux, et de prier bon Dieu pour s'être réveillé en bonne santé. Mais aujourd'hui, bon, je préfère parler de moi pour ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Souvent, quand je me réveille, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, de vérifier les messages. Et nous connaissons tous l'attractivité qu'il y a dans le téléphone portable. Lorsqu'on s'y met, parfois même on oublie de prier, j'oublie de prier, et c'est dehors dans la rue qu'on se rappelle qu'on n'a pas fait sa prière matinale et tout. Donc, quelque part, le téléphone portable est aujourd'hui à la fois quelque chose de fondamentalement utile, nécessaire, mais aussi quelque chose de tellement mortifère, parce que ça nous arrache à nous-mêmes, ça nous arrache au naturel. Donc ça, c'est l'analyse personnelle que j'ai faite de l'ouvrage. Alors, ce sur quoi je voudrais encore beaucoup plus insister pour cette œuvre, c'est l'esthétique de Myrtille. Cette esthétique-là, elle est répue, elle est pleine, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans le fond, parce que voilà une écrivaine qui nous propose des histoires assez particulières, des histoires qui sortent des sentiers battus. J'ai envie de dire des histoires qui sortent du commun des livres, même si je n'ai pas la prétention d'avoir lu tous les livres. Je crois que même celui qui a lu tous les livres accorderait ses violons pour reconnaître quand même la singularité conquérante de ces histoires. Elle nous propose des histoires labyrinthes, ou si vous voulez, une plume labyrinthe au service qui donne de la voix à des histoires labyrinthes. Et nous savons tous aujourd'hui combien il est intéressant de lire ces histoires dans lesquelles on se perd. La particularité ici, c'est que vous vous perdez, mais toujours avec le sourire.
vous vous perdez dans ces histoires et ces histoires font une forme de cassure avec la linéarité littéraire qu'on a l'habitude de voir, avec la chronologie des histoires, avec les exubérances qui sont le propre des romans baroques d'autrefois. Donc, ce qui rend ce livre vraiment encore plus intéressant. Alors, dans la forme, je peux dire que l'esthétique de l'écriture, la plume de Myrtille, elle est conquérante. C'est une plume mature et une plume émaillée de suspense. Suspense qui nous rappelle les nouvelles policières. Suspense qui guide le lecteur, lui trace un chemin jusqu'au dénouement des histoires qu'elle propose. Alors, l'esthétique de Myrtille emprunte aussi un peu à Villiers de L'Isle-Adam. Villiers de L'Isle-Adam qui, dans l'œuvre future, a fait usage de cette esthétique-là qui consiste à prendre des citations d'auteurs et à mettre au commencement de chaque partie de son œuvre intitulée Les Futurs. Ici, nous retrouvons encore ce procédé. Au commencement ou au fronton de chaque nouvelle, vous avez une citation et le nom de l'auteur, voyez-vous. Par exemple, avant de commencer Kidal, il y a une citation qui est mise là, que je vais citer. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Donc, chaque fois que vous allez lire une nouvelle, vous allez trouver une citation de la sorte. Pour finir, sur le plan de l'esthétique, je dirais que l'esthétique de Myrtille emprunte aussi un peu à Marguerite de Duras, pas ce style discontinu. Parce que nous savons que Marguerite de Duras est championne dans ce style discontinu, d'écriture discontinue. Nous retrouvons également cela dans Kidal. Il y a ces effets que nous appelons en littérature effets de prolepse, des effets in media res, c'est-à-dire qu'elle prend le lecteur et déjà à l'entame du livre, elle le projette au bout, à la fin ou au milieu de l'histoire, quitte à revenir et nous raconter ce qui s'est passé avant et après. Donc il y a tout ça dans ce livre. Alors, pourquoi devez-vous lire Kidal? J'ai repéré 3 raisons fondamentales pour lesquelles vous devez lire Kidal. Vous devez lire Kidal parce que Kidal, c'est un livre qui se lit d'un trait assez rapidement, que vous pouvez lire en un laps de temps. Vous devez lire Kidal parce que c'est un livre plaisir. Et si vous avez autour de vous des personnes qui disent ne pas aimer la lecture parce que c'est ennuyant, je crois que Kidal est la meilleure thérapie contre ce genre de propos. La 3e raison pour laquelle vous devez lire Kidal, c'est bien entendu parce que Kidal rime avec régal. Et lire Kidal, c'est aller se régaler au cinéma. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu long. Alors... il n'y a pas de souci. Oui. On va continuer l'émission dans quelques instants. Nous allons en profiter pour faire une petite interlude musicale pour éventuellement régler quelques problèmes techniques. Vous pouvez en profiter pour aller aux toilettes, pour aller vérifier le paquet de pâtes que vous allez laisser sur le feu, ou vous pouvez également en profiter pour réviser votre prochain partiel. Enfin voilà, vous avez du temps, vous avez 3 minutes, on se retrouve tout de suite. Il n'y a jamais de problème technique. Here, right now, right 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 here, right now.
musique est terminée, l'interlude musical est terminé. Normalement, vous devez nous voir retrouver, même si l'image semble indiquer qu'on est parti. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes bien là. Vous écoutez toujours Rec on Air, le talk show hebdomadaire de l'association REC. Puisqu'on parle d'association, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre notre association. Triba parlait de ça tout à l'heure, mais nous avons ce même besoin d'adhérents. Si vous avez envie de faire des chroniques ou des podcasts, on envisage également de faire de nouveaux formats. Il y a les chroniques pendant Rec on Air toutes les semaines, mais vous pouvez également faire des podcasts si ça vous intéresse, et vous pouvez également participer à l'animation de cette émission ou faire technicien, puisqu'on a besoin de techniciens, faire de la communication, faire de la gestion, enfin bref, voilà. Si vous souhaitez rejoindre REC, vous pouvez nous envoyer un mail à communication@radio-rec.fr, et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, on enverra le lien à la fin de l'émission. Est-ce qu'on entend Nathan ? Ouais, Ah, on l'entend. Bonjour Nathan. Voilà. bonjour à vous. Voilà. Et faites pas comme moi, partez pas. Bon, il est l'heure de notre discussion, débat avec notre invité. Comme je vous l'avais dit, j'ai choisi une question qui, moi, m'est apparue pertinente pour notre société, car la politique est l'un des principaux outils qui permettent le changement dans notre société. Et donc, la question qui m'est venue en tête, c'était de savoir c'était de poser le constat que oui, on avait besoin de démocratie, mais comment on l'a fait ? Pourquoi je pose ce constat qu'on a besoin de démocratie ? C'est celui que la population doit pouvoir décider d'elle-même de son propre avenir. On impose donc la souveraineté du peuple, comme le fait par exemple la Constitution française dans son article 3. Mais on va passer les détails sur les lois constitutionnelles. Une fois qu'on a posé ce cadre de dire on travaille dans un cadre démocratique, on se pose la question de savoir sous quelle forme de démocratie. Ce concept remonte à la Grèce antique avec la cité d'Athènes où une forme de démocratie directe existait. Tous les citoyens pouvaient prendre plus ou moins part aux décisions qui étaient prises, notamment à l'Agora, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas un spécialiste d'histoire. Après, il ne faut pas évidemment oublier que ce n'était que les citoyens qui avaient un statut un peu supérieur dans la société, qui avaient le droit de participer à la démocratie. Donc on excluait évidemment les femmes, les métèques, les esclaves, on les excluait de ce processus. Alors, donc, j'ai repris ce contexte un peu historique, mais est-ce qu'il est et quel régime plutôt serait le plus adapté ? Est-ce que c'est une démocratie représentative qui pourrait être pertinente face à la taille de notre pays, ou alors est-ce que ce serait une démocratie avec plus de participation, une combinaison des deux, une démocratie directe, peut-être encore autre chose, peut-être que vous aurez des idées un peu saugrenues. Et doit-on seulement s'intéresser au rôle de la démocratie dans l'organisation de l'État ? Parce qu'on pourrait également s'intéresser à la question de la démocratie au sein des entreprises, par exemple, pour pour prendre des décisions sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc est-ce qu'on doit limiter ça seulement avec des questions politiques, ou aussi avoir ça sur des questions économiques ? Et Flavien, je te laisse la parole. J'ai posé un cadre un peu large, mais est-ce que tu aurais un avis sur la forme que pourrait prendre la démocratie ? Alors, effectivement, je pense que c'est très important de partir du constat que voilà, il nous faut une démocratie, en tout cas en France. Moi, j'appuierais la chose de la façon dont, en France, c'est une histoire différente de celle des autres pays. Donc je pense que chaque pays a besoin d'une démocratie, mais elle doit avoir une démocratie qui quand même reste en lien avec son histoire. À titre d'exemple, je trouve que le Royaume-Uni, avec sa démocratie, voilà, avec le Parlement, mais avec une royauté, je trouve que c'est bien dans le symbole, c'est important. Voilà, on se souvient de son histoire, c'est important pour le Royaume-Uni. C'est pas le cas forcément pour nous, la France. Nous, la France, voilà, depuis 1792, on est une république avec deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui a subi effectivement des modifications avec la 5e République 1958. Mais je pense que déjà, d'un point de vue de type de démocratie, il est d'abord important de la façonner de la façon dont on a façonné son histoire. Ensuite, évidemment,
les débats d'aujourd'hui concernant quel type de démocratie tournent autour de est-ce qu'on garde celle qu'on a aujourd'hui ou est-ce qu'on part sur une démocratie plus directe où vraiment c'est la totalité de la population qui a le pouvoir et qu'elle ne le donne pas à quelqu'un qu'elle élit. Moi, je répondrais que il y a du bon, il y a du mauvais dans chaque type de démocratie. Moi, je pense que juste que la démocratie directe, c'est un risque trop important à prendre. Donner la démocratie à tout le peuple, c'est pas une bonne idée. La première chose, je pense, c'est parce qu'au niveau de la technicité, de la complexité des questions politiques, sur les sujets sociétaux, toute la population ne peut pas y répondre, tout le monde ne peut pas avoir un avis objectif sur ces sujets-là. Il faut quand même qu'il y ait des représentants qui savent ce qu'ils font, qui connaissent leur sujet, qui connaissent la politique, déjà. Deuxièmement, ça peut représenter un risque, parce que le jour où on va avoir une majorité qui gagne, ou une élection, en tout cas, enfin pas une élection, mais qui émerge de tout cela, elle va avoir trop de pouvoir. Parce que si demain on fait une démocratie directe, les symboles de la majorité, c'est-à-dire que la majorité, elle va avoir tellement de pouvoir. Regardez, le peuple vote directement, il y a une majorité qui se dégage. Cette majorité, on doit la respecter, c'est elle qui doit contrôler. Et le jour où ça va arriver, je pense que pour moi, ce sera un risque. Parce que ça se trouve, ce ne sera pas une bonne majorité qui ne connaît pas forcément, comme je l'ai dit auparavant, les sujets qu'il faut traiter vraiment, concrètement. Et j'ai peur que ça fasse place à une sorte de tyrannie. Même si évidemment c'est un peu contradictoire avec ce système de se dire tout le monde... Mais c'est l'aspect que je pense que ça peut arriver. Maintenant, moi je fais aussi partie d'un autre avis qui était que nous les jeunes, je trouve que c'est un peu compliqué de leur donner une véritable place dans la politique. Donc moi, déjà à 19 ans, je trouve que, certes j'ai un avis, mais il y a de fortes chances qu'il soit faussé, qu'il soit... Je pense ne pas avoir non plus tous les éléments en ma possession pour établir une véritable hypothèse sur ce que devrait être notre démocratie. Moi, je remarque, bien qu'on la critique, qu'elle fonctionne, qu'elle est là encore depuis 1789. Le système actuel n'a pas... il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de problèmes pour en tout cas dire que oui, il faut changer, il faudra faire des choses. Maintenant, le seul problème que je pourrais trouver dans notre démocratie actuelle, c'est peut-être le manque de référendum. Et c'est le cas aussi pour d'autres partis politiques qui critiquent la même chose. Et c'est dommage parce que je trouve que le référendum, c'est ce symbole de démocratie. Mais je ne peux éviter de penser que le référendum aussi, c'est un autre risque. Ça comprend aussi des bienfaits, mais c'est aussi des choses qui sont... Il y a des choses qui sont mal faites dans le référendum. Je donnerai à titre d'exemple le référendum de 1969. De Gaulle qui demanda à la population s'il était bon de créer des régions et de changer un peu, faire une réforme au niveau du Sénat. Les gens ne s'en foutaient de la question. Et ceux qui étaient contre De Gaulle ont voté contre. Ils pouvaient savoir est-ce que le ciel est bleu, est-ce que les moutons on les coupe avec un ciseau ou une tondeuse. On s'en foutait. Le but était donc de s'opposer à De Gaulle. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, et je pense que c'est encore plus le cas, que ce soit Macron, notre président, ou un autre président, qui veulent faire un référendum et que derrière, il y a ce mouvement de le contrer. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les médias ont une place tellement importante, et je trouve sous-estimée, que maintenant, toutes les opinions, même les moins objectifs, peuvent submerger et rendre défaillants tous ces systèmes de référendum. Alors, est-ce que tu souhaites réagir, Painette, Bon, sur ce qu'il a dit? Non, pas sur ce qu'il a Alors, dit. est-ce que tu me permets de faire une petite réaction? Ouais. On va essayer de faire ça un peu plus court parce qu'on n'a pas beaucoup Ouais, pardon. de temps. Mais on pourrait par exemple envisager d'avoir un système où il existe des instances citoyennes, comme on a pu faire avec la Convention citoyenne avec le climat, comme ça a été fait sous le premier quinquennat du président Macron. On pourrait avoir un comité de citoyens qui serait éclairé par des experts et qui serait amené à prendre des décisions. Alors, ce serait pas forcément, ce serait pour être cumulé, par exemple, avec un système de parlementaires professionnels, on va dire, mais on pourrait avoir une possibilité où les citoyens
serait quand même aurait à travailler parce qu'on est d'accord sur le fait qu'ils sont pas spécialistes, les citoyens, ça c'est on est Il y en a, là-dessus. mais Il y en a qui sont si c'est spécialistes. aléatoirement, ce sera Voilà. pas le cas, non. Donc il faudrait, la question c'est aussi de savoir comment on amène de l'expertise au sein d'une assemblée et si on faisait une convention par exemple, il faut s'assurer que l'expertise est bien apportée aux gens. Bah, dans la théorie, ça me semble convenable, Voilà. ça me semble Et dans idéal. Et dans la théorie, ça serait aussi la même chose pour le référendum, mais là c'est plus compliqué avec les questions que tu as données pour Pas les médias, forcément par pour les exemple. mêmes raisons, mais Bah, disons que le débat peut devenir inaudible à un moment, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont importés. oh, si et- c'est cadré, si on instaure quand même une certaine nomenclature à la chose, non, je pense qu'il y a moyen qu'on en dégage quelque chose d'assez positif, constructif. Maintenant, il faudrait vraiment rentrer dans les détails. Oui. Qui on prendrait? Qui sont les personnes qu'on choisirait pour créer cette assemblée? Aléatoirement? On pourrait faire un tirage au sort, par Un exemple. tirage au sort, mais parmi qui? Parmi tous les Français? Par exemple. Alors franchement, Est-ce que je peux si ajouter on un devait truc parler, je sais pas, choisissons un thème, la retraite, hein, la réforme des retraites. Si on devait choisir 20 personnes aléatoirement en France, bon, est-ce qu'on est sûr d'avoir 20 personnes qui savent vraiment ce que c'est la réforme des retraites? Parce que concrètement, je fais très rapidement, hein, la réforme des retraites, c'est un sujet, tout le monde critique ou tout le monde veut l'adopter, mais en réalité, personne ne sait vraiment ce que c'est dans le fond. Donc, l'idée est bonne, mais je pense qu'il faudrait voir les détails, et parmi les détails que tu viens d'évoquer, je pense que ce serait pas faisable. Allô? Alors je vois qu'il y a Nathan qui cherche à prendre la parole. Nathan, tu as quelque chose à commenter là-dessus? Ah oui, oui. Alors j'ai peut-être un Ah, truc attends à 2 secondes, dire, attends. mais c'est bête, mais est-ce que les personnes qu'on a élues déjà, nos députés, nos maires, nos collectivités en tout genre, euh, ne sont pas déjà des citoyens qui ne sont pas formés et qui sont accompagnés d'experts à réfléchir et qui prennent les décisions? Après, moi, concernant les députés ou les parlementaires en général, il y a aussi parfois l'aspect de la professionnalisation du métier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la politique et qui ne font et qui pensent aussi qu'en termes de carrière. Donc le fait d'avoir du tirage au sort, ça permet un peu de lisser en quelque Ouais, sorte. mais Mais au moins c'est des moi, gens qui ont envie de le faire. oui, voilà, Faut mais pas par contre, forcer les gens à ah bah tiens, tu vas prendre une décision et ils vont forcément dire n'importe quoi. C'est après, au pif, quoi. Après, le tirage au sort pourrait Mm. porter sur. Enfin, le tirage au sort pour la Convention citoyenne, je pense pardon que ça avait été tirage au sort mais volontaire. Ceux qui voulaient Ouais. acceptaient de participer. Voilà. Mais c'est les questions derrière après de corruption, les questions de gens qui veulent faire tout simplement carrière et qui sont là, qui réfléchissent avant tout en termes électoralistes, c'est-à-dire qui prennent des décisions juste dans le but de se faire réélire. Donc il y a ces questions-là aussi qui entrent en jeu. Je vais pas développer plus parce que j'ai coupé la parole à Paynet, donc vas-y, je te laisse toi Non, répondre. je suis tout à fait heureux de vous écouter vous prononcer sur le sujet parce que euh, moi, je ne saurais vraiment parler de fond en comble de démocratie française parce que, comme vous le savez, je viens d'Afrique et je ne suis en France que depuis un petit moment. Donc, à travers les précédentes interventions, j'ai pu quand même me situer un peu sur le fonctionnement de la démocratie ici. Je ne dirais pas que ce fonctionnement-là est antipode à ce qui se passe chez moi, mais la démocratie, je voudrais vous rassurer, pour moi, comme l'a dit Winston Churchill, je pense, il dit, pour ironiser, il dit c'est un mauvais système, mais à l'exception de tous les autres systèmes. Il dit que la démocratie est un système, un mauvais système, mais C'est à le moins pire l'exception C'est le moins pire, voilà, ouais. de systèmes tous qui les autres existent. systèmes. Ouais. Donc pour dire que c'est quand même le meilleur système de tous les autres. Je le pense également. Alors, quant au débat de la démocratie représentative ou directe, je crois que chez moi, au Bénin, se pratique une démocratie mixte. C'est-à-dire, le Parlement, il est là, exerce ses fonctions, contrôle des lois et tout, faute les lois et tout. Mais il y a des sujets préoccupants, des sujets cruciaux sur lesquels le Parlement ne peut pas outrepasser le mandat qui lui a été donné par les citoyens. Supposons comme sur des sujets de révision de constitution, parce que la constitution, c'est quand même la loi fondamentale de l'État. C'est ce qui fait notre vivre ensemble, la constitution. Donc, il y a des sujets sur lesquels le Parlement ne peut pas revenir sans l'adhésion populaire.
Donc, on appelle ça une sorte de démocratie mixte. Je ne sais pas si cela est faisable en France et c'est en cela que vos différentes discussions et interventions m'aident à mieux cerner le sujet. Donc, je préfère vous laisser continuer et m'ériger en bonne écoute. Sur ce que tu disais sur le côté mixte, alors j'aurai l'exemple suisse après, mais nous alors le dernier référendum date de 2005, c'était pour le traité sur la Constitution européenne, mais il fut une époque où on avait quand même des référendums qui étaient faits régulièrement, alors pas toutes les années, mais il y avait des grands moments où on faisait des référendums, notamment sur la construction européenne. Il y a eu le référendum de 69 dont tu as parlé. Il a existé des référendums, mais bon, alors, ils ont évidemment leur biais, c'est-à-dire que c'est des questions binaires, donc on s'enferme dans une logique binaire, et souvent ils sont initiés par le gouvernement en place, donc ça peut aussi se transformer en référendum pour ou contre le gouvernement en place. Il y avait une idée qui avait été soulevée par Olivier Véran quand il était porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau démocratique. Mais ça a été passé à la trappe un peu. C'était une histoire de préférendum, et c'est pas une idée qu'Olivier Véran a eue, hein, c'est une idée qui était portée aussi par plusieurs associations qui défendaient qui défendent une place plus importante des citoyens dans notre système démocratique. Donc le préférendum, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'idée de permettre tout simplement un choix multiple dans les référendums. Par exemple, si vous avez un référendum je prends l'exemple des retraites, on pourrait dire on pourrait tourner la façon qu'est-ce qu'on fait face au problème de financement de la réforme des retraites. Est-ce qu'on recule l'âge de départ à la retraite? Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce qu'on décide de rien faire? Voilà, il pourrait y avoir ces plusieurs options, et ce serait une sorte de cadre, et après c'est au Parlement de faire quelque chose, parce que bon, le cadre il est gentil, mais voilà. Moi, je répondrais que ça existe déjà, ça s'appelle les présidentielles. Je pense que, voilà, sur certains sujets, les candidats ont plusieurs avis, et finalement, on se retrouve assez, je trouve, dans ton système où, justement, par rapport à ce sujet, à quel niveau, voilà, d'intensité, ou voilà, à quelle échelle je veux que ce soit traité, tu le retrouves, je trouve, assez dans les candidats de la présidentielle. Et ainsi, quand tu votes pour un tel ou un tel, tu dis déjà que par rapport à ce sujet, je veux que ce soit traité comme ça. Tu vois, un exemple, si j'aurais été contre la réforme des retraites, j'aurais voté Mélenchon ou à gauche. Si j'avais été pour la réforme des retraites, j'aurais voté pour le centre ou pour la droite. Donc, après, l'idée et l'ambition n'est pas mauvaise, hein, elle est noble. Maintenant, voilà, dans les faits, je pense que... Il peut y avoir des problèmes d'exécution, quoi. Aussi, oui, c'est sûr que je pense que ce serait plus simple de remédier à un pré-référendum, comme tu disais. Maintenant, voilà, nos institutions, elles sont faites comme ça. Je trouve qu'il faut pas les toucher. Et c'est très bien ainsi. Moi, je pense qu'il faut savoir toucher un peu les institutions quand on en ressent le besoin. Après, on n'est pas obligé de tout bousculer, mais il faut quand même adapter un peu à la situation. Mais Moi, je peux juste revenir sur les présidentielles. Alors, il y a deux choses sur les présidentielles qui, moi, m'interpellent un peu. Il y a d'abord la question du système de vote. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on élit de manière majoritaire, mais forcément, le président qui est élu au premier tour ne recueille qu'un certain nombre de voix et se retrouve à la tête du pays sans pouvoir, c'est en quelque sorte une minorité qui se retrouve à diriger le pays. Après, derrière, il y a les législatives qui, là, essaient de créer une majorité. Mais le président en soi, on pourrait réfléchir à un nouveau système pour l'élire. Bon, là, je développe vraiment pas parce qu'on n'a pas le temps, mais simplement aujourd'hui, il est élu un peu de manière minoritaire. Et pour rester aussi sur le président, alors chaque candidat a des grandes lignes, on est d'accord. Il y a eu la réforme des retraites pour Emmanuel Macron, mais c'était pas le seul point. Il y avait aussi, je pense à Jean-Luc Mélenchon par exemple, la question de la planification écologique, la 6ème République. Enfin voilà, chaque candidat a des grandes lignes, mais on peut ne pas être d'accord avec toutes les grandes lignes, et derrière ça peut être bien de permettre un peu de choisir les grandes lignes qui sont proposées, parce que des gens qui votent complètement l'opposé, je pense par exemple qu'ils pourraient voter Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ne seraient pas totalement d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron, pourraient adhérer Jean-Luc Mélenchon, et en fait ils disent nous on veut qu'on suive ce cap là.
Donc il faudrait aussi permettre de pouvoir prendre en compte ces nuances entre les différents candidats qui existent. Voilà, c'était tout. C'est vrai, parfois je pense que ça peut exister justement. Bah, tu peux voter pour un candidat, mais finalement l'idée principale de l'autre te convient aussi. Je pense que ça peut exister. Maintenant, je prends le risque au bluff. Tu en connais des thèmes comme ça où justement tu Oui, votes pas un candidat? rassemblement. Bah, non, là, là, comme ça, j'en ai pas. Bah, je te prends un peu à traître, mais Voilà. voilà, je pense que souvent, et heureusement, un candidat reste quand même sur une idée quand même générale sur tous Oui. les thèmes, tu vois. Bah, Maintenant, surtout dans la configuration politique actuelle, où on a la fameuse tripartition de la vie Oui. politique. Mais on pourrait imaginer par contre ce genre de nuance au sein des fameux blocs. C'est-à-dire par exemple sur la majorité présidentielle, on parle toujours d'une aile gauche, on parle de l'aile droite. oui. Il existe une nuance et forcément la nuance, Macron, et il a dû... Dans le personnage d'Emmanuel Macron, on sent pas toutes les nuances qui peuvent exister dans la majorité. Ce serait pareil à gauche et à droite. Bah, j'en sais pas assez pour valider ou appuyer ton propos, mais euh, je pense qu'en tout cas sur les questions fondamentales, comme l'écologie, comme la réforme des retraites, c'est rare qu'on trouve justement bah, des gens même dans un même parti ou dans un même bloc qui soient vraiment voilà, à l'encontre des idées de ceux qui sont dans ce parti. Enfin, tu me diras qu'à la réforme des retraites, je crois qu'il y avait certains adhérents à la majorité présidentielle qui étaient contre justement. Contre ou qui au moins auraient Donc en voulu vrai, ça peut atténuer arriver. certains effets. C'est vrai que ça peut arriver. Maintenant, voilà, pour revenir sur le sujet principal, je pense que sur les idées, voilà, les grandes idées, c'est rare qu'on ait cette situation où finalement, bah, c'est dommage, j'ai voté pour un candidat, mais c'est chez l'autre que j'aurais aimé que ça se passe ainsi. Et pour répondre aussi justement au système présidentiel, tu as dit que les élections, il y avait quelque chose qui te dérangeait, en tout cas qui te chiffonnait. Euh, c'est vrai que c'est un avis qu'on peut entendre souvent sur la voie publique, enfin voilà, en tout cas dans nos discussions. Certes, oui, je trouve que je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une minorité qui gagne les présidentielles, mais c'est la plus grande des minorités qui gagne. Parce Oui. qu'à la fin, Macron, c'est celui qui a gagné, enfin c'est celui qui avait le plus haut score au premier tour et donc logiquement au deuxième tour. Au final, c'est la plus grande minorité qui gagne. Et pour moi, dans ce système-là, mais il a gagné. Après, Non, mais après moi je dis pas qu'il a pas gagné. Il Ah a oui, gagné. oui. Voilà, ça je conteste pas, mais c'est certes il a gagné, mais bon, Mais il alors a gagné en autrement, étant minoritaire. comment tu aurais pensé qu'on aurait pu faire? Bah moi je pense qu'une première étape ça serait de dire, j'ai plus le retour vidéo si c'est bon. Ce serait de dire par exemple proportionnel à l'Assemblée et Mhm. essayer de forcer un peu des logiques de compromis parce que bon il y a aucun bloc. Encore qu'avec un système majoritaire dans les circonscriptions on peut avoir des majorités qui se forment, mais bon voilà. Forcer comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays européens, forcer des compromis entre partis, bon, même si certains critiqueraient, voilà, c'est déjà ça pourrait être une première possibilité. Alors des compromis comment? Enfin, j'ai du mal à idéaliser là. Compromis soit pour former un gouvernement qui soit majoritaire, parce que le gouvernement actuel n'est pas majoritaire, il est obligé de faire des... À l'Assemblée en tout cas, il n'est pas majoritaire. Mais l'Assemblée, c'est pas le gouvernement. Mais le gouvernement tire sa légitimité de l'Assemblée. Je distingue un peu le président de la République qui a été élu avec sa minorité, mais ça voilà. Et après, le gouvernement, en réalité, c'est le gouvernement qui exerce l'essentiel des pouvoirs, dans les faits, dans les... En tout cas, exécutif. Voilà. Mais sans parlement pour voter ses lois, le gouvernement peut rien faire. Ah, il est limité. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais vice versa, hein. La légitimité de l'Assemblée, elle la doit aussi au président. Le président, il claque les doigts, l'Assemblée, elle y est plus. Voilà. Donc- Et là, justement, commence à avoir un conflit de légitimité et ça devient... Donc, oui, bah, moi, je sais pas si j'arrive pas à comprendre si c'est une critique ou une, C'est ou une une ode, critique mais. c'est une critique sur le fonctionnement constitutionnel, c'est-à-dire qu'on a, comme tu l'as dit, il y a deux légitimités qui s'opposent. Il y a le président qui est élu au suffrage universel et l'Assemblée qui est élue au suffrage universel. Si l'Assemblée décide, par exemple, c'est le concept des cohabitations, si l'Assemblée décide d'envoyer un parlement qui ne ressemble pas à la couleur politique du président, le président certes a été élu, mais en théorie, quand tu lis la Constitution, il peut pas, il nomme un Premier ministre qui est de la majorité de l'Assemblée, et c'est le Premier ministre qui décide de l'essentiel des politiques, même si on a les fameux domaines réservés du président, comme pour les affaires étrangères. Voilà, il y a un conflit de légitimité, et ça peut créer des difficultés institutionnelles, c'est-à-dire que le président cherche à imposer sa volonté au gouvernement et à l'Assemblée.
Alors je te laisse Mhm. le mot de la fin parce qu'il faut Dans ce qu'on- cas, je crois que dans ce cas, si le président cherche à imposer son avis au Parlement, le principe de la séparation du pouvoir là est violé, n'est-ce pas? Oui, en fait, il l'impose pas directement. c'est-à-dire Directement, oui, mais voilà, il surtout peut. qu'il peut notamment pas s'introduire Oui. dans Oui, il n'a l'Assemblée, pas le droit de voilà. se présenter. Oui. Mais je crois que pour faire bien marcher sa politique, il fait des projets de loi, je pense, non, des C'est le gouvernement propositions qui de fait loi. le projet Non, de des loi, ouais. propositions de loi, je veux Ah dire. ouais, Le président de la République Il fait peut des aussi, oui. propositions de... Oui. Enfin, c'est pas le président Du directement, coup, mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait ses c'est la projets. majorité présidentielle. Voilà. Ah bon, qui fait des Bah, le gouvernement fait les projets de loi De et, loi, et et les les- députés font fait des des propositions de loi. propositions de loi, voilà. Donc je pense que euh, Voilà. il peut... En fait, le pouvoir du président n'est pas formellement marqué dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il a le droit d'imposer, évidemment, on est d'accord, mais c'est des états de fait qui font que comme le président a une majorité au Parlement, il décide. Il décide, oui, oui, oui. Voilà, oui. entre guillemets. Et parce tous que- les présidents que nous avons, enfin généralement, et même dans mon pays, tous les présidents, quand ils s'accèdent au pouvoir, font le maximum. L'un de leurs premiers défis, c'est tout faire pour avoir la majorité à Parlement. l'Assemblée nationale, parce que sans ça, rien ne bouge. Voilà. Si tu as une Assemblée nationale qui est contre toi, c'est que forcément ta politique sera plombée. Et ouais, parce que... Et oui. c'est un peu le cas. Et c'est un peu, ouais, donc aujourd'hui. c'est l'un des défis majeurs de tous les présidents et cela peut prêter le flanc à une certaine corruption. Oui, parce que lorsque le président cherche la majorité Ah, à l'Assemblée nationale, tout ce qu'il peut faire pour avoir cette majorité-là, les intrigues de couloir, les reptilisations nocturnes et tout. Donc, mais je crois que c'est pourquoi je me prononce sur le cas de la France avec des pincettes, parce que je n'y suis pas vraiment aguerri, mais je parle un peu de ce qui se passe là d'où je viens. Voilà. On a beaucoup dépassé notre temps. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de. Bah, j'espère que l'occasion peut-être que Triba aura l'occasion de se ressaisir de ce sujet plus en longueur à voir. que ce que nous on aura pu faire. En tout cas, si vous le faites, moi je voudrais bien venir. Voilà. Il est temps de retourner faire un petit tour sur la ville du Gel, ma fameuse ville du display narratif sur Cities Skyline 2. Je sais que ça vous avait manqué, mais figurez-vous qu'il y avait du nouveau. Scandale au sein du gouvernement central. Le Premier ministre est accusé d'avoir utilisé 2 fonds publics discrétionnaires pour financer la construction de plusieurs piscines dans sa résidence privée, en particulier une piscine pour son chien, une piscine personnelle pour son chien, vous l'avez bien entendu, et une autre piscine pour son yacht. Drôle d'utilisation des fonds publics, mais c'est pas grave. Cette affaire remonterait à l'époque où il était député-maire de la capitale, le conseil municipal ayant accordé une enveloppe large au service de transport, sans donner d'indication particulière quant à l'exploitation, à l'utilisation des fonds. Le maire en aurait donc profité pour détourner discrètement une partie de ces fonds à l'aide d'un montage financier complexe qui ont permis de construire les premières piscines. Les piscines suivantes ont été construites à partir d'un mécanisme peu connu du grand public qui s'appelle la réserve parlementaire. Celle-ci est utilisée de manière discrétionnaire également, et le maire en a profité également pour construire les autres piscines dont nous avons parlé. Cette utilisation des fonds publics a créé un scandale sans précédent dans l'opinion publique, qui, en particulier chez les habitants de la capitale, qui souffrent aujourd'hui d'un réseau de transport public largement en état de délabrement persistant, qui ferait passer le RER parisien ou la ligne 13 de métro pour un métro en bon état. Ce désinvestissement donc est le résultat du manque d'investissement de fonds par la municipalité dans ce domaine. On constatera que si les fonds détournés sont relativement négligeables par rapport à ceux investis par le conseil municipal, la combinaison des symboles remet forcément en cause la crédibilité du Premier ministre. Désormais, il semble que
l'un des partenaires de coalition du gouvernement ne souhaite la quitter alors que les incidents de débordement dans les usines avaient déjà fragilisé la coalition. Je vous rappelle que des usines d'eau usée avaient débordé régulièrement, notamment dans la ville du Gel. Si le partenaire de coalition décide de quitter le gouvernement, il faudra désormais lancer des élections générales pour renouveler le Parlement. Mais alors, qui pour succéder au Premier ministre? Ah, c'est la question qu'on se pose tous. Les différents partis sont à la recherche de leur poulain pour diriger le pays. On pense évidemment aux différents partis de gauche, aux partis de droite, aux partis centristes. Mais il est possible que pour atténuer les différents clivages, certains partis décident de faire coalition autour d'un Premier ministre sans étiquette. Alors, vous allez dire, qui choisir? Plusieurs noms circulent, dont celui de Florian Jules, le maire de la merveilleuse ville du Gel, qui a récemment acquis une certaine notoriété après son opposition virulente contre le gouvernement central qui souhaitait réduire les subventions aux municipalités. Un choix qu'il avait qualifié de catastrophe tant pour le développement général et économique des villes que pour l'extension de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un problème qui affecte énormément les municipalités. Il ne s'est pas encore prononcé sur cette éventualité qui circule dans les médias, mais certains lui promettent déjà un avenir national au regard de son excellente popularité dans sa propre ville. Il accepterait l'appel de certains partis et il pourrait alors profiter d'une propulsion inédite pour sa carrière politique. Mais son entourage aime bien nous rappeler que Florian Jules n'est pas un politicien comme les autres et qu'il n'est pas là que pour servir, pas pour accumuler le pouvoir. Bref, affaire à suivre. Et on reverra ça la semaine prochaine. Et l'heure tourne. Déjà 20h58, on va bientôt être mis dehors. Donc il est l'heure de passer au petit jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai donné comme indication à nos deux chroniqueurs, désolé Nathan, on n'a pas eu l'indication, mais l'objectif ça va être de raconter une histoire à partir d'un petit prompt que je vous ai donné. Je vous avais dit que vous étiez laissé dans un parc d'attractions abandonné. Alors qu'est-ce que vous nous avez concocté comme histoire? Je te laisse commencer. Bon, j'ai réfléchi à une scène là. Moi, abandonné dans un parc d'attractions. Et disons que voilà, j'étais tout seul. Et quelqu'un est venu me voir. Quelqu'un a fini par me retrouver. Et c'était qu'en réalité, bon, je préfère ne pas dire moi. Quelqu'un a été laissé dans un parc d'attractions, abandonné. Il a fini par tomber sur un ange qui a commencé par lui raconter l'histoire de sa vie. Et voilà, il lui a raconté l'histoire de sa vie, toute l'histoire de sa vie. Et il s'étonne de voir cette personne-là le connaître autant. Et après, la personne s'est révélée être un ange pour le mettre en garde des dérives commises lors de toute sa vie. Les dérives qu'il a commises toute sa vie. Et lui a dit que la fin était proche, qu'il fallait qu'il se repentisse. Voilà. Et tout d'un coup, il est parti se repentir effectivement. Et le lendemain, je sais que c'est assez bizarre, j'étais encore dans la réflexion. Et le lendemain, il a trépassé, voilà. Il a retrouvé ses amis, il a fait du parc d'attractions, c'est ça? Oui, il a fini par se réconcilier avec les personnes qu'il gardait dans son cœur et tout, parce qu'il sentait la fin venir. Parce que l'on lui a dit que le temps était proche, que le moment où
il allait quitter la terre, était proche que son temps est à son terme. C'était le mot qu'on lui a dit. On lui a dit son temps est à son terme. Donc il fallait qu'il qu'il se prépare pour le grand voyage. Donc il a saisi la balle au bon et s'est repenti, comme on dit. Voilà, c'est que l'histoire, elle est vraiment naze, mais bon, sincèrement, Je vous ai pris par surprise. Donc, Ah oui, ça. ça, voilà. D'habitude, je réfléchis mieux, mais ça, là. Oui, non, mais c'est une histoire Ah, ouais. improvisée, donc, voilà, pour l'explication, j'ai donné le prompt pendant la pause en urgence. Il fallait régler les problèmes techniques, donc voilà. Flavien? Bon, moi je vais un peu tricher. Je vais m'inspirer d'une histoire vraie. Une histoire vraie que j'ai vécue. Donc ça va être un peu plus facile pour moi. Alors mon histoire se passe dans une attraction dans lequel je suis avec mes amis. On est en voyage scolaire. Nos professeurs sont dans le parc d'attractions, mais sont un peu dispersés parce qu'ils ne peuvent pas surveiller tous les élèves. Les élèves font des groupes et partent faire certaines attractions. Moi je suis avec mon groupe d'amis et on approche tout doucement d'une attraction. Et en fait on arrive à l'entrée de cette attraction et on nous dit mais où est votre tuteur? Où est votre... voilà, celui qui vous surveille? On dit, on n'en a pas. On n'en a pas. Bah, il en faut, hein. Vous êtes bien conscient que dans cette attraction qui fait super peur, il faut quelqu'un pour nous encadrer. Pour vous encadrer, en tout cas. On repart déçu, très triste, et on voit en fait dans toute la queue que, bah, effectivement, il y a des responsables, quoi. Il y a des tuteurs, et on remarque quand même qu'ils ont tous presque la même tenue. Une tenue un peu colo, un peu surveillante colo, avec le petit chapeau, la petite tenue, la petite écharpe, enfin la pochette, le petit stylo, le petit drapeau. Et on se regarde entre nous, notre groupe, et on se dit, mais attends, mais punaise, on peut tous réunir un élément de ce tuteur sur quelqu'un. On avait un ami, il faisait un peu vieux, il avait un petit peu un début de barbe. On avait un autre qui avait la pochette, un autre qui avait un drapeau, et on a modifié complètement un de nos amis pour le transformer en tuteur. On a fait la queue, on est arrivé devant la personne. Là, notre ami nous a joué son meilleur jeu de rôle, enfin voilà, de comique. Yes, allez, quoi, venez, allez les enfants, dépêchez-vous. Et c'est passé incognito, on a fait l'attraction. On était super déçus parce que finalement, je trouve qu'il n'y avait pas trop de raison à ce que ce soit interdit pour les moins de 18 ans. Mais on était quand même contents de notre coup. Voilà. Alors, on a encore le temps. On a un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps. Alors, j'ai une histoire là, puisqu'il s'est inspiré d'une histoire vraie, je vais également m'inspirer d'une histoire vraie. Alors, il y a un monsieur qui a créé son parc d'attractions dans lequel personne ne venait parce que les gens s'estimaient que la somme était exorbitante. Et donc, un beau jour, il a fait des publicités dans la ville et a dit qu'il diminuait la somme. Bon, je vais prendre, puisque nous sommes en France, il dit par exemple qu'il ramène ça à 1 euro. Et dans le parc d'attractions, il y avait des animaux qu'on pouvait voir, il y avait des choses. Même à 1 euro, les gens ne venaient pas. Et après, il fait maintenant une autre publicité pour dire maintenant que le parc est maintenant gratuit. Et puisqu'il a dit que le parc est gratuit, les gens sont remplis le parc, beaucoup de gens sont arrivés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le parc, il y avait déjà du monde à l'intérieur et il a déchaîné les lions et a dit maintenant vous payez voilà une somme 100 euros. Il dit maintenant vous payez 100 euros chacun pour sortir. Tout le monde a sorti les 100 euros pour pouvoir sortir du parc. Voilà, donc c'est une technique marketing. C'est pour dire en réalité que là encore, la leçon qui se dégage, chaque fois il y a toujours une leçon, c'est que tout ce qui est gratuit est nuisible. Voilà. Bon, et ben, lorsque c'est gratuit, il faut s'inquiéter. Bon. Écoutez, je vais dire que vos deux histoires étaient les meilleures. Comme ça, j'aurais pas à choisir. Surtout que l'heure tourne, il est déjà 20h21. Non, je sais que la première, elle était nulle. Je savais pas qu'on... Il a voulu se rattraper. Voilà. La première, elle était nulle, mais ça... Il a rattrapé, c'est pas grave. Ouais. Nathan est avec nous, toujours. Il nous entend toujours. Allô, salut. Ouais, il nous entend toujours. Nathan, c'est l'heure de ta story. Je vais vous raconter une autre histoire, peut-être. Oui, voilà. Alors, de qui tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais vous raconter très rapidement, du coup, l'histoire d'une chanson et je vais vous parler un peu du chanteur qui l'a composée. Il s'appelle Michel Polnareff. Donc, dans la story de Nathan, cette semaine, on parle rapidement de l'Amiral, de son surnom, qui est chanteur, très grand chanteur français, du pop rock français depuis 1966. Ça
fait un bail. J'ai souvent l'impression de dire ça, mais voilà, c'est encore un chanteur extrêmement connu, euh, en France surtout, et un peu aux États-Unis. Euh, voilà. On va parler tout de suite, on va pas expliquer toute sa carrière, mais on va parler d'un un album en particulier qui s'appelle Kama Sutra. Bon, ça n'a rien à voir avec le Kama Sutra, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Enfin bon, voilà. Après 20 ans de carrière, euh, il a fait beaucoup de tournées, il était victime de plusieurs escroqueries, il s'est exilé aux États-Unis. Tiens, j'ai disparu. Euh, Il y a un problème technique. il est est là devenu maintenant. presque aveugle à cause d'une maladie des yeux. Voilà, et c'est un personnage qui avait toujours des lunettes de soleil, qui avait les yeux un peu fragiles. Euh, bon voilà, on arrive en 1989, le type il est à bout. Ouais, il a plus d'argent, enfin voilà, il se retrouve, bon il a encore un peu d'argent, il s'installe dans un hôtel de luxe euh, qui s'appelle le Royal Manceau à Paris. Et voilà, pendant 2 ans il s'installe dans cet hôtel, et la nuit, dans le bar de l'hôtel, il va enregistrer un album, celui dont on parle. Euh, Les instruments seront enregistrés en même temps dans d'autres studios, dont le fameux studio Abbey Road, qui est à Londres, qui est assez connu par l'album des Beatles de son nom. Euh, et voilà, il dirige les instruments par téléphone. Enfin, c'est toute une technique assez particulière. Et cet album sort une chanson sort de cet album qui est assez particulière, s'appelle Goodbye Marilou. C'est une chanson assez précurseur qui évoque les relations à distance. Donc on est en 1989 à travers le Minitel, à travers tout ce qui est informatique. Et donc vous m'entendez bien là, parce que j'ai encore fait. Ouais. Ah bah c'est bon. Euh, euh, Voilà, l'héroïne de cette histoire est inspirée d'un titre des années 60. La musique est elle aussi inspirée, mais cette fois d'un concerto de Sergei Rachmaninov. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour que cette romance d'amour numérique à travers le, on va dire, le Minitel, à l'époque, c'était soit un succès phénoménal. Et donc le titre, c'est Goodbye Marilou. C'est sorti en 1989. C'est de Michel Polnareff. Et bah voilà, je vous dis au revoir. Et puis on va peut-être se laisser sur ce titre. Effectivement, normalement, on va se laisser sur ce titre. Si on m'entend toujours. Ouais, on t'entend. Ouais, j'ai pas de retour son. Merci Nathan pour ta chronique. Ce sera effectivement la dernière séquence que nous entendrons. Merci Painette d'avoir été présent. Merci Flavien d'être venu. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Tribun et qu'on peut retrouver tous les mercredis votre émission débat. Je vous retrouve également la semaine prochaine, même heure, pour le prochain épisode de Reconnaître. Merci et bonne soirée. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra, qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après ok, elle me code Marilou. Quand
quand j'ai caressé son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon